Je fais un petit update rapide sur ce qui se passe dans le milieu de l'IA. Là, ce que vous voyez en ce moment, ce sont les accélérationnistes de la Silicon Valley qui sont en train de discuter de la dernière annonce qui date d'hier, de OpenAI avec leur nouveau modèle O3. Et effectivement, il se passe quelque chose. Donc c'est important à suivre. Donc là, on a Gilles Verdon qui est le fondateur du mouvement de l'effective accélérationnisme. Et la discussion est passionnante. Alors, je vais simplifier un peu ce qu'il raconte. En gros, nous assistons à une lutte titanesque entre Elon Musk et Sam Altman. Elon Musk, qui est décrit comme étant animé par une mission intrinsèque, avec d'énormes qualités, vu tout ce qu'il a déjà réalisé. Et Sam Altman, décrit comme manipulateur, qui a tenté, ou qui tente encore, d'atteindre l'intelligence artificielle générale, mais en la donnant dans les mains du gouvernement. Ce qui est, en tout cas de mon point de vue, extrêmement dangereux. Sauf que maintenant, Elon Musk a fait un pari dingue en misant sur Donald Trump, et il se retrouve du côté du gouvernement. Mais là, avec le modèle O3, OpenAI, qui était en train de perdre la course, ou en tout cas d'être déclassé, vient de reprendre le leadership, de frapper un nouveau coup fort à la fin de ces fameux 12 jours de cadeaux de Noël, entre guillemets. Alors pendant ces 12 jours, je ne vais pas faire la rétrospective de tout ça. Bon, il y a eu plein de petites annonces techniques, de petites nouveautés. Alors apparemment, celle-ci, le fait de pouvoir téléphoner directement à ChatGPT a eu beaucoup de succès. Mais il y a eu aussi le gros plantage de Sora, parce que finalement, c'est assez décevant. Alors oui, ils arrivent à faire quelques démos hyper impressionnantes, ce qu'on avait vu il y a quelques mois, mais depuis, bon, ils ont créé une sorte d'atelier de création visuelle, mais le moteur en lui-même n'a pas beaucoup progressé. Sauf que, juste au même moment, ou 2 jours après, je ne sais plus exactement, Google a sorti VO2, qui explose littéralement Sora dans la cohérence et la qualité des vidéos générées. On n'a pas tous les problèmes de réalisme. Donc là, si on enlève ce qui s'est passé hier, l'annonce d'Euro 3, OpenAI était en train de devenir une boîte parmi d'autres et de ne plus être leader, sachant que les modèles qui résonnent, il y en a plein qui sont en train de sortir, y compris dans la communauté open source, qu'au niveau de la génération de code, Claude 3.5 Sonnet reste le leader. Mais là, tout a changé avec O3. Donc O3, c'est O1, le modèle qui résonne, sauf que, en fait, il a fait un score sur le test d'intelligence artificielle ARC, qui est carrément impressionnant, qui est supérieur à ce que fait un humain. Donc la progression, c'était que sur ce test-là, qui existe depuis 2019, depuis 5 ans, au début, c'était 0% jusqu'à GPT-3. Il a commencé à passer un petit peu ce test avec GPT-4, un peu plus avec GPT-4o, et puis là, on voit en fait la progression exponentielle de ces modèles. Et on est fin 2024. En gros, le test commence à être passé. Alors je dis bien commence parce qu'il y a plusieurs niveaux dans ce test. Je vais en reparler après. Mais là, on voit bien la montée exponentielle de l'intelligence artificielle telle qu'elle avait été anticipée par les philosophes qui réfléchissaient à cette problématique-là. Alors le test ARC, ce sont des tests comme ça, des tests visuels pour déterminer si l'IA parvient ou pas à les résoudre. Et ce sont des tests qui sont relativement faciles pour les humains. Alors par exemple, celui-ci. Vous voyez là, je vais mettre en plein écran, vous voyez mieux. En fait, il est hyper simple à résoudre. Mettez en pause, réfléchissez 30 secondes et vous allez voir, vous allez trouver la solution. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qu'elle est. Et ce test-là, en fait, O3, n'arrive pas à le passer. Mais c'est un des rares maintenant qu'il n'arrive plus à passer. Donc là, je vais vous donner la solution, regardez. En fait, je prends les points bleus, je trace une ligne bleue entre les deux et je convertis en bleu les carrés rouges, enfin les rectangles rouges qui sont en intersection avec ces lignes bleues. Voilà. Donc là, hop, la ligne bleue, on prend les carrés rouges et on les convertit. Pareil ici, je vais tracer une ligne bleue là, une ligne bleue là. Et les carrés qui sont en intersection, je les convertis. Et on voit qu'ici, c'est encore la même chose. Donc là, en fait, la solution, elle n'est pas très compliquée. Pour un humain, ça va vite. Alors, il y a le temps de refaire les dessins, mais sinon, on trace le trait bleu, la ligne bleue ici, il y a 3 lignes bleues, et puis il y a presque tous les carrés, les rectangles qui vont être convertis. Donc ça, elle n'y arrive pas. Et je précise une autre chose. Donc sur les benchmarks, ici, on voit qu'il y a une progression assez linéaire des modèles qui résonnent, en fait, avec la puissance de calcul utilisée. Or, dans ARC, le défi, c'est de résoudre ce genre de système logique, mais avec une puissance de calcul limitée. Donc il y a plusieurs niveaux de défi. Et là, par exemple, le score de 87, qui est atteint par O3, l'est avec une énorme puissance de calcul derrière. Plusieurs centaines ou milliers de dollars
d'équivalent de puissance de calcul, voilà, plusieurs milliers ici, on n'a pas les détails. Et donc 87, c'est à peu près, 85 je crois, c'est le score d'un humain. Et rappelez, voilà, ici, la performance d'un humain c'est 85. Donc si on y va plein pot, on arrive à 87%. C'est-à-dire que là, sur le test d'intelligence qui est un petit peu le standard, aujourd'hui, pour mesurer les IA versus les humains, apparemment, donc, O3 arrive au niveau humain. Ça va très très vite, hein, puisque il y a quelques mois en arrière, on en était très loin. Donc on voit bien le côté exponentiel de la chose. Et avec seulement 20 $, donc 20 $ par tâche, c'est beaucoup, hein, sachant que en général, quand vous demandez à GPT-4o mini de vous générer une réponse, ça coûte quelques centimes, ou même pas quelques milliers, enfin quelques dizaines de centimes. Donc là, déjà 20 $ pour une tâche, bon voilà, imaginez à chaque fois que vous faites une requête, c'est 20 $ ou 20 €, bon ça va vite chiffrer, hein. Mais il n'empêche qu'avec cette limite, ils arrivent quand même à 76% de réussite. Sachant que, à l'avenir, les processeurs vont s'améliorer, les modèles vont s'améliorer, les algorithmes vont s'améliorer. Là, récemment, ils ont sorti un nouvel algorithme qui réduit la nécessité mémoire d'environ 75% et qui accélère la vitesse par 4. Alors, je ne sais pas si ça s'applique sur les modèles O1 parce que ça dépend des architectures, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ça progresse très très vite tout ça. Et ce à quoi on peut s'attendre, raisonnablement, c'est d'ici... En fait, c'est difficile à dire, l'horizon de temps. Je ne sais pas si c'est 5 ans ou si c'est 10 ans, mais on va avoir des intelligences artificielles qui savent raisonner dans notre téléphone. Alors, on n'y est pas encore, hein. Pour l'instant, c'est la course. Et il faut encore des supercalculateurs pour faire tourner ces IA, mais on va y arriver petit à petit, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'il y a toutes sortes de nouvelles générations de processeurs qui arrivent. Mais bon, bref, là, on est dans un moment crucial de cette lutte titanesque entre les différents modèles d'IA. Et pour l'instant, eux, ce qu'ils disent là, les accélérationnistes, c'est que bon, il vaut mieux que cette course elle se passe aux États-Unis qu'en Chine. Bon, ils prêchent pour leur paroisse. En attendant, les modèles chinois sont très bons pour l'instant, parmi les modèles open source en tout cas. Donc ils ne sont pas totalement hors de la course, mais apparemment, ils n'ont pas la puissance de calcul nécessaire pour franchir les prochaines étapes. Et là, ce qui se passe donc, c'est que jusqu'à très récemment, enfin jusqu'à hier, quoi, OpenAI était en train d'être dépassé par les autres modèles, puisque Claude 3.5 était meilleur dans bien des tâches que 4o et même 4o mini ou 4o1. Bon, c'est chiant parce que, avec leur nomenclature de noms là, entre les 4o et les o1, on s'y perd, mais bon, bref. OpenAI était en train de perdre le leadership, sachant que Elon Musk est en train de construire un giga data center pour entraîner les prochains modèles. Donc là, il fallait, pour obtenir pour OpenAI les prochains rounds, les prochains milliards ou les prochains investisseurs, il fallait qu'ils tapent un coup de poing sur la table. De nouveau, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que c'est une suite d'effets d'annonce pour maintenir la hype, pour avoir les crédits, pour construire les data centers, pour aller à la génération suivante d'IA. Et là, la démonstration qu'ils viennent de faire, de passer le test ARC, ben, ça les remet dans la course, quoi. Est-ce qu'ils ont encore d'autres coups d'avance? Bon, ça, c'est pas évident à dire, parce que, visiblement, ce modèle O3, ça fait un moment qu'ils travaillent dessus, hein. C'est la suite de O1, mais tout ça, ça démarre avec des papiers qui datent de 2019. Est-ce qu'ils ont encore un ou deux coups d'avance? Ben, je ne sais pas, mais ça va devenir de plus en plus chaud. Et je précise, par rapport au test, au prix ARC, est-ce qu'il a été battu par le modèle O3? Non, parce que, d'abord, là, ça a été fait sur des tests semi-privés. C'est-à-dire que l'idée de ARC, c'est que quand vous passez le test, en fait, vous ne connaissez pas à l'avance les questions qui vont vous être posées. Parce que sinon, ben, les modèles, ils sont entraînés dessus. Et c'est un peu le problème aujourd'hui de nombre de benchmarks. C'est que, comme ils sont publics, petit à petit, les modèles ne deviennent pas forcément plus intelligents. Ils deviennent juste plus adaptés au test. Donc c'est pour ça que ARC, ils ont un test privé. Et en plus, ils doivent parvenir à trouver la solution à moins de 10 centimes par tâche. Donc on en est encore très très loin. Mais voilà, François Chollet, hein, le créateur de ce test, dit lui-même que la version du benchmark commence à saturer, commence à ne plus être adaptée. On est vraiment dans une phase critique au sujet de l'IA qui va déterminer beaucoup de choses sur l'avenir de l'humanité, et notamment aussi la manière dont les gouvernements vont interagir avec les peuples, mais aussi la manière dont le travail va s'effectuer à l'avenir. Alors, pour l'instant, il reste encore l'étape à franchir, j'en ai déjà parlé récemment, de l'intelligence spatiale et les possibilités de piloter des robots par des IA. Et il y a aussi l'étape que les IA puissent apprendre en direct. Donc, on n'y est pas encore,
mais on s'en rapproche dangereusement, et peut-être que dans 10 ans, et peut-être même bien avant, la notion de travail va complètement changer, voire disparaître. Là, c'est ce dont il parle, apparemment, la date consensuelle où tout va basculer, c'est 2027, et dans 2 ans, quoi. En tout cas, on arrive au moment fatidique, et bon, je vais conclure là-dessus, hein. On pourrait en parler des heures, et d'ailleurs, si vous voulez en parler, je ferai un talk cette semaine, alors je sais plus, avec les fêtes, ouais, bah jeudi. Jeudi 26, si ça vous dit, on pourra parler de tout ça. Mais donc, voilà ce que dit David Baverez sur l'Europe. On achète le GNL 50 fois plus cher que ce qu'on payait à Poutine. 75% des armes achetées pour l'Ukraine ne viennent pas d'Europe. Avec l'IRA, alors je suppose, j'ai pas regardé que c'est un accord commercial. L'Europe se réindustrialise aux États-Unis. Bon voilà, l'Europe elle est en train d'être déclassée dans cette course à l'IA. Ça se passe surtout aux États-Unis, aussi en Chine. Et là, on va aboutir à une société très différente. Je dirais, à un horizon de 10 ans, beaucoup de choses vont changer. Je vais mettre le son quelques instants sur ce qu'ils sont en train de discuter. Je verrai si c'est intéressant, si je commente, et pour que vous puissiez écouter un petit peu. I think we've summarized how each of these agents really kind of operate, what their incentives are. To me, the one that's question mark is Dario. I haven't been able to listen to like a 5-hour podcast and read a whatever manifesto, but I have a rough prior of his positions. You know, I mean, to be fair to Anthropic, they have a great product, right? And the thing that's funny about the EAC thesis about safety is that if safety is a utility to get a better product, that product will do well in the market, right? And then the market forces will actually ironically create more AI safety, and Anthropic is kind of showing that. And so, you know. Alors là, ce qu'il dit, c'est que, bon, c'est là où ils en sont dans la discussion, c'est que les questions de safety, en français, de sécurité, relativement aux IA, en fait, selon lui, les forces du marché vont s'en occuper. Si c'est vraiment un problème qui émerge, ça sera réglé automatiquement, et pour lui, ce que fait Anthropic avec Claude, c'est typiquement dans cette veine-là. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre tout le talk, ça fait déjà plus d'1 heure qu'ils sont en train de parler et que j'écoute. Mais on est, je vais conclure là-dessus, hein, vraiment à un moment fatidique, crucial, sur l'avenir des IA et l'avenir de l'humanité. Donc, je vous invite à vous intéresser quand même un minimum à ce qui se passe sur ces sujets-là. On est en pleine accélération. Et là, avec la sortie imminente d'O3, donc je ne sais pas, pour l'instant, elle reste privée, on franchit encore une étape.